Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Jérôme Le Boursicot nous a livré le portrait de Mariela, une ancienne enfant soldat des FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes. Je vous rappelle donc que vous pouvez consulter ce long reportage en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et avec nous cette semaine, pour en parler, nous nous sommes tournés vers l'ONG Vision du Monde, qui est une ONG qui parraine des enfants et qui travaille sur la question des enfants soldats à travers le monde. Et avec nous aujourd'hui, Edouard Ndong, qui est le chargé de la protection de l'enfance pour l'ONG en République centrafricaine. Alors déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler les différents rôles que peuvent avoir un enfant soldat au sein d'un groupement armé? D'abord, je vais commencer par apporter une petite correction au niveau de l'appellation. On ne dit plus enfant soldat, mais dans le jargon de protection, c'est enfant associé aux forces et groupes armés, parce que c'est un peu stigmatisant quelque part de dire enfant soldat. Donc, il y a un glissement sémantique pour corriger le terme. Et maintenant, de plus en plus, on dit enfant associé aux forces et groupes armés au lieu d'enfant soldat. Donc, effectivement, pour revenir à la question, ces groupes armés ne sont pas seulement les enfants qui sont au front et qui combattent. Tous les enfants de moins de 18 ans qui soit sont porteurs de bagages ou d'armes, ou sont des espions, ou sont, si c'est les filles, des enfants pratiquement qui sont des esclaves sexuels, ou soit c'est des espions, ou quel que soit le rôle qu'un enfant sera en train de jouer dans un groupe armé ou une force armée, il est appelé enfant associé aux forces et groupes armés. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Maintenant, au niveau de la Centrafrique, si vous voulez, je ne sais pas si je peux continuer dans ce programme. Allez-y. Donc voilà, au niveau de la Centrafrique, en fait, le programme pour jeunes, il y a ce qu'on appelle DDR, désarmement. Il y a les gens qui s'occupent des armements, ensuite l'intégration, ensuite le rapatriement, mais World Vision en Centrafrique n'est pas dans le désarmement, parce qu'il y a des ONG et des agences des Nations Unies qui sont chargées de ça. Maintenant, World Vision est au niveau de la réintégration. Une fois que les associations ou les ONG spécialisées ont fini le process de désarmement, et tout ça est fini, et les enfants se retrouvent au sein d'une communauté ou quelque part, dans un aire où World Vision intervient, c'est en ce moment-là que World Vision les intègre dans des activités pour les réintégrer auprès de la communauté. Et il s'agit, c'est là où World Vision a mis en place ce qu'on appelle des clubs de paix. Et dans les clubs de paix, regroupe l'ensemble des enfants qui ont eu à participer à des forces ou groupes armés et qui se retrouvent au sein de la communauté. Maintenant, ils sont pris à travers un processus qui les amène à les ramener à l'école pour ceux qui peuvent retourner à l'école, en les cherchant des extraits de naissance aussi, en les équipant de matériel scolaire et en même temps en appuyant les écoles qui ont été aussi détruites durant la crise. On équipe les écoles, on équipe les enseignants afin qu'il y ait une formation de qualité qui est donnée. Donc, on récupère ces élèves qui peuvent retourner à l'école. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas retourner à l'école, il y a des filles aussi, parmi ces enfants-là. Il y a un programme d'éducation vocationnelle. Selon le choix de l'enfant et selon aussi les possibilités sur place, certains enfants ont choisi de faire ce qu'on appelle la menuiserie, d'autres la mécanique, d'autres l'agriculture, d'autres, comme les filles, la couture, aussi le travail. Il y a une fabrication de savon local, il y a aussi le commerce. Et on les fait faire des formations pendant un certain nombre de mois, au maximum c'est les 6 mois. Ensuite, on les appuie avec des kits de sortie de formation. Si c'est la menuiserie par exemple, l'enfant sort avec le matériel nécessaire, le minimum nécessaire pour commencer à exercer. On les réorganise aussi à travers des groupes de métiers. Si c'est des menuisiers, on les met ensemble avec un chef d'atelier qui les réintègre et il y a un certain appui qui est donné pour le démarrage.
Donc, c'est comme ça qu'on récupère ces enfants, ils sont réintégrés auprès de la société. Mais aussi, il y a un certain travail auprès des membres de la communauté de sensibilisation pour accepter à nouveau ces enfants en tant que membres entiers. Alors on va revenir effectivement sur cet aspect de la communauté hein, qu'il faut resensibiliser aussi. Pour revenir sur le côté vraiment réintégration, c'est quoi la priorité dès que un de ces enfants est récupéré, dès que le désarmement a été fait, c'est vraiment de leur trouver une alors je vais pas dire une autre vocation parce que c'est pas le bon mot, mais autre chose à faire, un métier qu'ils pourraient exercer, une autre activité, leur faire découvrir qu'il y a autre chose qui existe quoi quelque part. Que la vie qui Exactement. Exactement. C'est-à-dire, ces enfants, parce que l'objectif, c'est d'éviter que ces enfants retournent dans les groupes des forces armées, mais aussi les enfants qui n'ont pas eu à aller être recrutés de force ou de gré puissent y aller. Donc, pour éviter ça, il faut leur trouver une activité, quelque chose à faire, les occuper et utilement. Donc, c'est là l'objectif de ces activités ou ces métiers à travers lesquels on les fait passer. Alors après, on imagine aussi que selon l'âge auquel vous les récupérez, on va dire, ça va être plus ou moins facile de les réintégrer. Non, pas vraiment. C'est extrêmement difficile parce que, écoute, un enfant qui a connu, par exemple, un certain nombre d'années dans les forces et groupes armés, le réintégrer n'est pas facile, d'autant plus qu'il ne connaît en quelque sorte, entre guillemets, que l'expression de la force. Le rediscipliner, le remettre dans un circuit où il devra respecter certaines heures, devra respecter certaines activités, il devra respecter aussi la communication, le respect de l'autre, la tolérance, etc. Ce n'est pas une chose facile à partir d'un certain âge quand l'enfant n'a connu que l'expression à travers la force et l'arme qui est toujours avec, etc. C'est là où c'est un peu difficile et c'est là où il y a aussi un programme d'accompagnement psychosocial. Toutes ces choses pour un peu ramener l'enfant. Alors dans notre article, hein, on parle de Mariella hein, qui avait été recrutée de force par les FARC. On parle d'autres cas en Amérique latine où il a été constaté après le désarmement de ces milices qu'il y avait eu un peu une recrudescence des violences parce que ça avait été compliqué de réintégrer en fait hein, les anciens soldats, que ce soit d'ailleurs des enfants ou non. Est-ce que du coup tous ces enfants est-ce que tous réussissent à s'en sortir ensuite? C'est sûr que une réussite à 100% serait très ambitieux parce que il y en aurait certainement qui ne réussiraient pas à passer le cap à cause des expériences qu'ils ont vécues et peut-être certainement l'appui. Parce que les projets aussi, malheureusement, fonctionnent, ils ont des durées à moyen terme quasiment, à court et moyen terme. Et donc, cette activité, pour qu'elle puisse prendre effet, prend du temps. Et donc, les projets dans des cas d'urgence sont financés quasiment pour 6 mois, pour 1 an maximum. Alors que pour une intégration totale et réussie, il faut quasiment plus d'1 an, en tout cas, dans les années. Et donc, quand le projet prend fin et que la communauté, avec les moyens déjà qu'ils ont, la communauté est déjà très affaiblie et très pauvre, ayant traversé tout ça comme crise, ne peuvent pas prendre le relais. Et là, c'est facilement les enfants peuvent repartir ou ceux qui n'ont pas réussi à enclencher leur projet et à faire réussir peuvent repartir. Il y a aussi des cas d'échec, forcément. Maintenant, tant que la crise ne reprend pas, tant qu'il n'y a la violence ne reprend pas, certainement il n'y a pas d'opportunité de recrutement à nouveau. Mais on ne le saura que quand on ne le souhaite pas. Si jamais une crise reprend, c'est là où on pourra évaluer le niveau de réussite de ce programme. Vous parliez du coup effectivement donc de la réintégration, mais la réintégration ne passe pas uniquement
par la simple volonté des enfants, on va dire, ou votre volonté à vous, mais aussi des communautés qui doivent les réintégrer en leur sein. Alors, je vais parler d'un cas de figure un peu plus précis. Vous parliez du fait qu'il y avait des filles, hein, effectivement, parmi ces enfants recrutés par ces groupements armés. Alors, j'avais vu, selon la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, que 40% des filles disaient que s'ils avaient le choix, elles préféraient rester avec le groupe armé car elles se sentaient rejetées par leur communauté. Donc comment faire pour que ce n'y ait plus ce rejet finalement? Vous savez, c'est là où c'est important de sensibiliser a posteriori les communautés avant et même pendant que les enfants passent à travers le programme de réintégration. Parce que il faut pas oublier que aussi certainement ces enfants et même ces filles ont commis des crimes auprès des communautés et les survivants de ces crimes sont là en face des auteurs, même si c'est des enfants. Humainement, c'est un peu difficile de les réintégrer et de les accepter à nouveau. Donc, c'est là où il faut faire un grand travail de sensibilisation auprès des communautés, de tolérance, de pardon, et aussi de faire un travail sur la protection même et les droits de l'enfant, et aussi sur l'aspect du fait que ces enfants ont été quelque part certainement endoctrinés et entraînés de gré ou de force. Même si ils ont commis certaines choses, c'est quelque part, il faut voir l'avant. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Et donc, un travail avec la communauté est essentiel pour que ces enfants soient acceptés, pardonnés, tolérés et ensuite repris et réintégrés comme membres entiers, à part entière. Et c'est dans ce sens-là que si les enfants font des activités utiles à la communauté, participent aux activités de la communauté, et que ces gens les voient faire des choses utiles, et pour la communauté, ça peut contribuer aussi à cette tolérance et à cette acceptance. Donc, c'est pourquoi il faut faire un ensemble, un paquet d'activités en même temps que les sensibilisations, que l'appui psychosocial, autant pour les enfants que pour les communautés, hein, parce que c'est les gens qui ont traversé des choses extrêmement violentes. Et vous obtenez des résultats justement au niveau de cette sensibilisation-là? Absolument. On obtient des résultats parce que des membres de la communauté finissent par aller même vers ces enfants, participer aux activités même au niveau des clubs de paix. Et en général aussi, quand un parent qui a été victime de ces agressions ou des crimes de ses enfants finit par voir ses propres enfants jouer avec les autres enfants qu'il ne pouvait pas tolérer, quelque part, le fait que les enfants entre eux deviennent des amis joue sur l'acceptance. Et les enfants finissent par influencer les sentiments ou le comportement des parents. Et franchement, il y a des résultats positifs à ce niveau. Alors là, effectivement, on est toujours dans cet après. On va essayer de reparler un petit peu de l'avant, parce que effectivement, je lisais qu'il y avait de la prévention qui pouvait être faite. Est-ce qu'on peut vraiment trouver des moyens pour empêcher le recrutement de ces enfants? Euh, oui, on peut trouver des moyens pour contribuer à empêcher, mais le problème, c'est que ça demande énormément de moyens et ça demande des moyens à long terme et ça demande aussi des moyens pour beaucoup de secteurs. Par exemple, si l'enfant est à l'école et l'école fonctionne correctement, il sera difficile d'endoctriner et de tromper l'enfant pour l'amener dans un groupe, dans une force ou un groupe armé. Parce que l'enfant comprendra par essence que ça, c'est pas l'endroit où il faut être. Ensuite, si l'enfant n'est pas à l'école, mais les parents ne sont pas pauvres, quelque part, l'enfant ne sentira pas, ou les parents, le besoin d'aller se faire recruter par un groupe ou une force armée. Parce que ce qu'il faut avoir aussi en filigrane, c'est que ces groupes et forces armées, il y a le sentiment de protection qu'ils donnent aux enfants. Les enfants sont protégés. Quelque part, ils leur donnent aussi à manger et quelque part un endroit où dormir. Donc, l'enfant se retrouve dans un endroit où il se sent protégé, même si c'est dangereux et risqué. Mais il n'évalue peut-être pas ce danger en comparaison à la protection qu'il a, à la nourriture et à ce sentiment d'appartenir à une famille, même si ce n'est pas la sienne. Donc, si tous ces facteurs de famille, de protection, de pauvreté
sont en même d'éducation et d'autres secteurs, même de santé, de tomber malade et d'être soignés sont assurés. En fait, les services sociaux de base, quand ils sont assurés au niveau des communautés, difficilement les gens qui recrutent peuvent prospérer. Donc, c'est tout un investissement dans beaucoup de secteurs qui doivent être faits. Il faut aussi le côté politique, etc., qui n'est pas du ressort des ONG, forcément, la bonne gouvernance, tout ça, qui doivent jouer. Donc, voilà où intervient l'importance d'appuyer vraiment et à long terme ces communautés, ces États qui, à la limite, sont à genoux. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres ONG qui ont des programmes comme le vôtre pour venir fournir ces moyens pour renforcer l'éducation, renforcer la santé et du coup renforcer cette prévention? Oui, oui. Il y a énormément d'ONG. Il y en a d'autres. Il y a aussi les agences des Nations Unies qui sont là, qui interviennent pour renforcer tout ça. Parce qu'une ONG ou une agence ne pourrait jamais y arriver seule. Même ensemble, on y arrive difficilement. Alors, seul, c'est impossible. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'il y a souvent ce qu'on appelle les clusters, qui regroupent dans un secteur l'ensemble des ONG et des agences des Nations Unies qui interviennent dans le secteur pour harmoniser et coordonner leurs interventions dans une zone. Et pour éviter des doublons, pour éviter une perte de moyens, pour éviter une certaine concurrence, entre guillemets, qui serait au détriment des bénéficiaires. Donc, ces classeurs jouent un rôle très important et déterminant dans l'intervention et dans le ciblage et dans l'appui aux bénéficiaires. Donc, c'est une excellente coordination qui contribue vraiment à avoir des résultats. Alors, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'était 250 000 enfants enrôlés dans des forces armées dans le monde. Est-ce que c'est un chiffre qui évolue, qui stagne, qui est en augmentation ou en baisse? Selon que la crise est actuelle ou selon les nouvelles crises ou selon que les crises sont en train, qui sont là, sont en train de continuer et d'aller dans le mauvais sens, donc c'est sûr que certainement ça augmente. Mais quand il y a des crises qui sont complètement réglées ou sont en train d'être réglées, forcément, et qu'il y ait ces programmes d'intervention dans les DDR, etc., pour les enfants, c'est sûr que ça diminue. Par exemple, pour le cas de la Centrafrique, il y a beaucoup de programmes qui ont été faits dans ce sens et on peut dire qu'il y a une nette diminution, sinon même une certaine stagnation, en tout cas dans certaines zones. Maintenant, quand la crise reprend, quand les armes sont reprises, forcément, ça devient difficile. Quels seraient les pays les plus touchés justement par le recrutement d'enfants? Je ne saurais donner une réponse certaine parce que ça dépend aussi des évolutions. Mais je sais que la Centrafrique y était, il y a une évolution. Le Congo, comme elle a dit, comment elle s'appelle, la collègue tout à l'heure, il y a des chiffres qui sont donnés par les Nations Unies qui ont le meilleur, enfin, qui sont mieux placés puisqu'ils coiffent l'ensemble des opérations pour ces choses-là. Mais je ne connais pas exactement. Je ne saurais pas. Si vous vous référez aux Nations Unies, certainement, à leurs agences, vous pourrez avoir la meilleure réponse. En tout cas, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des spécificités selon les pays, selon les groupements armés? Est-ce qu'il y a des actions qu'il faut mettre plus particulièrement en place en Centrafrique, par exemple, que des collègues de Vision du Monde n'auront pas à mettre en place je sais pas, en Amérique latine, par exemple? Oui, oui, forcément, parce que dans toute intervention d'une crise, il faut d'abord voir le contexte. Quel est le mobile? Qu'est-ce qui a enclenché la crise? En Centrafrique, entre guillemets, il se disait une crise confessionnelle d'ordre religieux. OK? Donc, forcément, ça ne peut pas être la même chose qu'en RDC où c'est plutôt autre chose. En tout cas, tout sauf le côté confessionnel. Donc, la nature de la crise joue sur même le type de recrutement, mais aussi le nombre. Donc, c'est forcément, ça ne saurait être les mêmes interventions, ça ne saurait être les mêmes approches, même s'il y a en général des approches comme les espaces amis d'enfants qui sont appliqués un peu partout dans ces crises-là. Mais même
au niveau des espaces amis d'enfants, le contenu des programmes qui sont donnés dans ces espaces amis d'enfants ne saurait être la même chose d'une crise à une autre, puisqu'il faut contextualiser, il faut prendre en compte la culture, il faut prendre en compte les coutumes, il faut prendre en compte aussi la population. Alors, est-ce qu'on sait du coup dans quel contexte ces groupements armés seraient le plus intéressés par le recrutement d'enfants? On ne pourrait pas dire que forcément c'est tel contexte qui est plus attrayant pour recruter les enfants, mais c'est sûr et certain que dans des pays où les enfants sont bien éduqués, ils ont accès à l'école, ils ont accès aux services sociaux de base, où la pauvreté n'est pas à un certain niveau. Euh, c'est sûr et certain que le recrutement ne pourrait pas être plus facile pour les forces et groupes armés que dans un pays où le taux d'analphabétisme est très élevé, où la pauvreté est extrêmement élevée, où les services sociaux de base sont parfois inexistants. Donc, l'oisiveté, la pauvreté, l'analphabétisme, tout ça sont des éléments qui facilitent ou contribuent à ce qu'il y ait un recrutement plus ou moins intense pour les enfants. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, il y a certainement d'autres facteurs qui interviennent, hein, comme par exemple le fait que dans une communauté, il se soit senti complètement opprimé ou violenté. Il y a cet aspect de vengeance aussi, hein. Ils veulent se venger et dans ce cas-là, même parfois, ce sont les parents qui poussent les enfants à aller se participer au combat ou à se venger. Ça va plus être en fait des contextes, on va dire idéologiques, non, pas vraiment. Oui, c'est ça, quand ça va toucher leur quotidien, quand ils ont l'impression, vous le disiez, d'oppression, ça va être un facteur à risque aussi, puisque vous parliez des parents qui eux-mêmes pouvaient pousser les enfants à prendre les armes ou alors à s'enrôler dans ces groupements-là. Donc il y a aussi cette question-là, finalement, où la prévention est peut-être plus compliquée, on imagine. Oui, tout à fait. Parce que c'est dans le contexte où, par exemple, dans une communauté est descendu un groupe qui est venu faire un massacre de masse, commettre des viols et des violences énormes aux yeux des enfants et aux yeux des parents. Après, c'est très facile pour un autre groupe ennemi qui prétend défendre les intérêts de la communauté de recruter les enfants. Ça sera des recrutements peut-être forcés, mais parfois aussi volontaires avec la complicité des parents, mais souvent pour venger ce qui a été fait. Donc, dans ce cas-là, c'est très difficile de pouvoir avoir des résultats avec la sensibilisation, d'où l'importance que d'autres forces beaucoup plus institutionnelles puissent intervenir pour essayer que ces choses-là ne soient pas commises a priori. Ça faciliterait la sensibilisation et le résultat obtenu pour que les enfants ne soient pas recrutés. Autre point sur lequel on imagine vous êtes un peu plus impuissant, on dira, c'est le recrutement de force pour le coup. Oui, oui, là, c'est clairement, hein. Comme je dis aussi, euh, quand les gens viennent pour recruter de force, nous, en tant qu'ONG, il n'y a rien qu'on puisse faire, hein. À la limite, on peut, dans le cadre de plaidoyer, aller vers les instances des Nations Unies ou bien vers les gouvernements ou d'autres instances qui ont les moyens et, et légaux comme les moyens financiers ou autres d'intervenir à ce niveau-là. On peut faire le World Vision peut faire le plaidoyer avec d'autres ONG et d'autres structures pour que ces gens-là puissent agir. Mais à ce niveau-là, que World Vision agisse directement, non. Dans le cas de recrutement de force, est-ce que du coup, on peut être face à des enfants qui vont essayer de s'enfuir peut-être? Est-ce que c'est des cas de figure que vous rencontrez? Oui, dans les témoignages qu'ils donnent, dans les enfants qu'on rencontre et qu'on interroge, oui, quand ils sont recrutés de force, à chaque fois qu'ils peuvent, ils s'échappent, ils vont essayer de s'échapper. En général aussi, les groupes ou les forces qui les recrutent vont mettre en place des systèmes de surveillance, étant donné qu'ils savent qu'ils ont recruté de force. Il y a tout un travail d'endoctrinement aussi pour les convaincre de rester. Une fois qu'ils sont recrutés, ils travaillent sur aussi leur psychologie pour leur expliquer que cette lutte est la leur, etc., etc. Il y a tout un travail qui est fait pour les éviter, pour les amener à épouser la cause, je veux dire. Hmm. D'accord. Ok, donc bon, en tout cas, oui, effectivement, vous le disiez, il y a énormément d'aspects sur lesquels il faut se concentrer pour essayer d'enrayer tout ça, en fait, hein. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte.
Exactement. C'est-à-dire, c'est pas un seul facteur, c'est pas un seul secteur, c'est pas un seul élément, c'est plusieurs facteurs et secteurs et éléments qui doivent intervenir en même temps et plusieurs partenaires, chacun selon sa spécificité, selon ses moyens, selon sa force et selon son domaine d'intervention. Ensemble, et aussi les financements. Il faut vraiment qu'il y ait des financements dans ce secteur et à long terme pour arriver à bout de ce phénomène. Ça demande vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'investissements humains comme moyens financiers, etc. Et de plusieurs partenaires, pas jamais d'une seule entité ou de quelques entités. Ouais, il faut une vraie coopération entre les différents organismes. C'est ça. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu le travail au quotidien pour bah, essayer d'enrayer d'enrayer le recrutement d'enfants et de réintégrer ces enfants qui ont été malheureusement recrutés ensuite dans la société et qui est un travail, vous le disiez, qui n'est pas que auprès de l'enfant mais aussi au niveau de la communauté elle-même qui doit elle aussi réaccepter cet enfant parmi les leurs, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir donné l'opportunité de partager cette expérience. Merci. Merci à vous. Et donc, je rappelle à tous nos internautes que si vous souhaitez consulter ce long reportage, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.